Jean-Michel Serrano, vice-président d'Ecofor 64 et élu depuis quelques temps. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Beuse-de-Vigy, je suis secrétaire donc de l'URCOFOR de l'interdépartemental Limousin-Périgord, qui comporte les 4 départements de l'ex-Limousin, à savoir les 3 départements Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, et la Dordogne, donc qui nous a rejoint aussi également. Voilà, écoutez, je salue tout le monde, tous les nouveaux élus qui viennent nous rejoindre. C'est important, je pense que actuellement, que ce soit l'actualité sociétale ou l'actualité météorologique, nous amène à nous mobiliser sur un domaine comme celui de la forêt. Et justement, c'est important donc que les nouveaux élus puissent nous rejoindre actuellement et puissent se former, comme vous allez le faire ce matin, donc sous la houlette de Marion et de Chloé, pour avoir un porté à connaissance qui nous permette de travailler ensemble dans les prochaines années. Voilà, il y a des enjeux forts qui s'annoncent et c'est bien qu'on puisse être les uns à côté des autres pour les affronter et mener à bien toutes les actions qui sont prévues autour de la forêt. Voilà, donc je vous laisse déployer donc Chloé et Marion le déroulé de cette formation et puis s'il y a besoin qu'on témoigne ou de quelques informations complémentaires, Jean-Michel et moi-même, on est à votre disposition pour répondre à vos questions ou compléter. On va dérouler le webinaire d'abord avec un petit focus pour vous présenter la forêt française, la forêt néo-aquitaine, pour les nouveaux élus, de façon à connaître le contexte général. Et après, on passera sur le rôle des élus vis-à-vis de la forêt et de la filière. Avant de vous présenter un petit peu aussi les actions sur lesquelles les communes forestières peuvent vous accompagner. La présentation va aussi se dérouler sous forme de petites questions-réponses pour que ce soit pas seulement descendant, mais que vous puissiez aussi participer. Alors, je vais déjà commencer par vous poser des questions. Donc, à votre avis, la forêt en France, elle croît, elle décroît, elle reste la même? Voilà. Comment vous voyez la croissance ou la diminution de la surface de la forêt française, sachant que, je vous laisse répondre, en même temps je fais une petite explication, sachant qu'une forêt c'est une surface de moins 5000 m², d'un seul tenant, avec un couvert boisé suffisant, donc de plus de 10%, et une largeur aussi minimale de 20 mètres, qu'on puisse avoir une entité forestière et un microclimat. Je vois une réponse de Christian. Oui, vous avez tout à fait raison. La forêt française, elle est en augmentation depuis on va dire l'époque plus ou moins moderne. Elle est en augmentation. Donc vous voyez là sur ce graphique vert foncé qui représente l'augmentation de la surface forestière, qui vient à la suite d'une diminution historique due à l'agriculture, et à partir de 1850 on est passé dans la révolution industrielle, on a eu moins besoin de bois, ça a été remplacé par d'autres énergies notamment. Et on a bénéficié en France d'une politique de l'État pour reboiser. Dans les années, à partir des années 50, après l'après-guerre, voilà, l'État aidait à faire des reboisements, et surtout en zone aussi de montagne, pour remettre de la surface française et pour répondre aussi aux besoins en résineux. Une autre petite question, vous avez déjà vu la réponse. D'après vous, quelle part du territoire couvre la forêt sur la France? Donc 19%, 32% ou 50%, la France est couverte de forêt, à votre avis? On est autour de 32% de surface forestière en France, mais ce qu'on peut voir, c'est que le territoire il est assez diversifié.
assez disparate en termes de couverture forestière. Et si on regarde ces cartes, on s'aperçoit que la région Nouvelle-Aquitaine, elle est assez bien dotée. Elle a une couverture forestière assez importante en comparaison à d'autres territoires. À d'autres territoires comme sur la moitié ouest. Et après, on retrouve bien sûr l'Occitanie et puis le Grand Est avec les forêts de chênes. Et donc cette forêt, elle appartient à qui? Elle appartient à qui? À l'État en majorité, aux collectivités ou au privé, d'après vous? Oui, je crois que vous êtes unanime là-dessus. Effectivement, ce sont les propriétaires privés qui détiennent la majorité de la forêt française. Les forêts publiques représentent seulement un quart de la propriété forestière française. Voilà. Après, il y a également quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. En France, on pense souvent aux résineux pour la construction, mais on a une majorité de forêts feuillues. Voilà. Donc, et on est en majorité sur de la forêt privée. Et quand on parle de forêt publique, il y a deux types de forêt publique, la forêt domaniale, appartenant à l'État, et la forêt privée des collectivités, qui appartient du coup aux collectivités et qui est gérée par vous-même et votre gestionnaire ONF. Et si on fait un focus maintenant sur la Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est notre territoire, on s'aperçoit que la forêt publique, elle est plus que de 9%. Voilà. Il y a très peu de forêts publiques en Nouvelle-Aquitaine en comparaison à la forêt privée. Et à peu près, au niveau des forêts publiques, à peu près deux tiers appartient aux collectivités et un tiers à l'État. Mais on est quand même la première région forestière française. On récolte beaucoup de bois sur notre région. Je vous en parle après. Et en fait, on a aussi une grande diversité d'essences. On peut retrouver, en fonction des massifs forestiers, une grande diversité d'essences. Alors là, c'est une représentation donc des formations végétales. C'est un travail qui a été fait par l'IGN, donc l'organisme qui recense toutes les couvertures de sol et qui fait des statistiques au niveau forestier et agricole et qui nous permet d'avoir ce type de carte. Donc bien sûr, on voit bien le massif des Landes de Gascogne avec son pin maritime en majorité, à 80% pin maritime. Après, on a quand même 20% de feuillus dans le massif des Landes de Gascogne. Nous avons la montagne Limousine avec comme essence phare le Douglas, mais pas que. Voilà, on a aussi des feuillus et d'autres essences. On a également du chêne aussi au niveau de l'Adour. La zone Sud-Land, Nord-Pyrénées-Atlantiques, on a du chêne d'assez bonne qualité au niveau de l'Adour. Sur cette zone, il y a également du peupleré. Il y a des peupleraies, on a du châtaignier. Sur le massif Périgord, Dordogne, du châtaignier qui est aussi en mélange avec des résineux, notamment du pin. Donc voilà, ce sont les essences phares. Et quand on descend sur le sud, au niveau du massif des Pyrénées, on va retrouver également du chêne sur le Piémont et tout ce qui est hêtraies sapinières, mélange de hêtres et de sapins en zone de montagne, qui est une caractéristique du massif montagneux des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc on a une forêt très diversifiée, des essences très diversifiées, et du coup qui peuvent répondre à des usages variés. Voilà. Donc c'est ce qui est une force pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et les peupleries, oui, j'en ai déjà parlé, des peupleries au niveau de l'Adour, et il y en a également sur la zone de la Garonne, Lot-et-Garonne. Et donc je disais que d'avoir cette diversité, cette essence, c'est une force, et du coup, au niveau français, on représente, la Nouvelle-Aquitaine sort 22% du volume
de bois national. Donc, c'est une région avec une filière importante. Et donc, je vous pose 2-3 questions aussi sur la filière bois. C'est une région importante avec de nombreux emplois, une filière assez forte. À votre avis, voilà, c'est comment on va replacer ces chiffres? Combien de salariés on a sur la filière forêt-bois? À quel niveau se place la filière forêt-bois en tant qu'employeur et combien on a d'établissements sur le secteur, sachant que la filière forêt-bois, je vous laisse répondre, la filière forêt-bois, elle va de l'amont, de la forêt, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la mise en œuvre et les usages du bois, en passant par toutes les activités de gestion forestière, de conseil, les personnes qui vont vous accompagner comme l'ONF pour la forêt publique dans la gestion de votre forêt. Tout ce qui est la sortie du bois, l'exploitation et puis la transformation, la première transformation avec les scieries. On aura toutes les activités de seconde transformation, donc assez importantes sur notre région, donc papeterie, papeterie, panotage, et après toutes les deuxièmes transformations en scierie, l'aboutage, les bois, le collage, pour pouvoir être mis en œuvre par l'aval de la filière, on va dire, les charpentiers qui vont mettre en œuvre le bois, les usines d'emballage également qui vont finir l'emballage, etc. La filière forêt-bois Aquitaine, elle représente aux alentours de 59 000 salariés. C'est la 3e filière de la région et avec presque 8 000 établissements employeurs, alors de toute taille et avec des disparités quand même territoriales. Voilà, on a de l'emploi salarié, mais tous les territoires ne sont pas vecteurs du même type d'emploi. Comme vous pouvez voir ici sur la carte, on a des secteurs très employeurs au niveau du Limousin, du Massif des Landes de Gascogne, où on va retrouver les grosses entreprises essentiellement qui emploient beaucoup de monde, essentiellement les entreprises de la trituration, donc du papier, de l'emballage, du panneau, de l'isolation, qui sont donc situés sur le massif de la Gascogne et dans le massif limousin. Et après, on voit quand même que il y a des activités de la filière forêt-bois sur l'ensemble du territoire. Alors le sud au niveau des Pyrénées-Atlantiques, du Sud-Land qui va plutôt être porté sur les activités de charpente, de construction, et puis du travail du bois qui est réparti globalement sur tout le territoire, du travail du bois et puis de la gestion de la forêt qui est répartie sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc on a un maillage d'emplois non délocalisables implantés sur notre territoire grâce à notre forêt et qui a permis de développer une filière assez diversifiée. Je vais laisser la parole à Chloé pour vous présenter l'autre volet de la filière forestière. Moi, je vous ai présenté la production, la partie économique. On passe sur les autres enjeux. Donc la forêt, on a vu les premières statistiques et tout le volet économique, mais il y a aussi évidemment de gros enjeux écologiques et écosystémiques. Donc on vous a mis des chiffres là sur le nombre d'espèces de mammifères, le nombre de plantes et de champignons, avec quelques chiffres et un pourcentage. L'idée étant d'essayer de retrouver à qui appartient à quoi, quelle quantité d'oiseaux, de mammifères, de plantes l'on a et quel pourcentage, où va aller le pourcentage aussi, par rapport donc à ce qu'abritent nos forêts métropolitaines. Voilà, donc on a 120 espèces d'oiseaux répertoriées dans les forêts françaises, 73 mammifères, 72% de la flore métropolitaine est liée aux forêts et 30 000 environ espèces de champignons et autant d'insectes identifiés. Donc cela montre bien que la forêt a divers enjeux. On vous a présenté quelques petites photos ici à quoi vous font penser ces images.
ces images de forêt, quelles activités, quel rôle, quelles fonctions. Donc au début, on voit un promeneur et des champignons, donc c'est vrai que c'est le côté récréatif, c'est les produits autres que le bois fourni par la forêt. Donc il y a tout un usage social, bien sûr, l'usage économique sur les images du milieu, hein, où on est en train de voir une scie en train de scier un tronc d'arbre, voilà, une entreprise de transformation. Et à droite, tout l'enjeu aussi lié à la faune sauvage et trouver un équilibre entre cette faune et le renouvellement des forêts, des peuplements. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre sylvo-cynégétique, c'est aussi un point important. Donc effectivement, il faut bien avoir en tête que la forêt est multifonctionnelle, hein. On lui demande de remplir les 3 grands enjeux que sont les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. C'est aussi ça qui est garant de ce qu'on appelle la gestion durable des forêts, et il ne faut pas négliger de plus en plus l'impact du changement climatique qui vient se superposer à tout ça et qui nous oblige à nous réinventer, à réfléchir, à adapter au mieux nos actions et nos besoins liés à la forêt. Effectivement, donc sur ces cartes de l'Europe, de l'évolution du climat, vous avez à gauche le climat considéré comme actuel, en tout cas jusque dans les années 2000, et puis à droite, sur la base des scénarios de changement climatique, là on a pris le scénario appelé modéré, hein, puisqu'il y a plusieurs, le GIEC et d'autres experts proposent plusieurs schémas d'adaptation, mais plusieurs stratégies, enfin plusieurs niveaux de réchauffement selon nos actions. Et à droite, on voit la modification des régions où les arbres sont adaptés par rapport au climat qui se réchauffe. Et donc, globalement, des espèces plutôt ayant besoin de fraîcheur, comme le hêtre, qui est en vert pétant, là, il remonte hein, tout à fait sur le nord de l'Europe. Sur cette carte-là, on a l'impression qu'il disparaît quasiment, hormis sur les massifs armoricains et montagneux de la France, quoi. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte parce que malheureusement, ça se réchauffe très vite, peut-être plus vite que les arbres n'ont la capacité de migrer ou de s'adapter. C'est toute une question. Le réchauffement climatique, ça a aussi des conséquences sur les risques sanitaires, les attaques d'insectes, l'affaiblissement des arbres, les dépérissements des arbres, hein, c'est déjà le cas. Par exemple, sur les châtaigniers, en sud Dordogne, etc., on a des secteurs entiers où les châtaigniers sèchent. Augmentation des risques incendies, des risques de tempête, etc. Et tout ça, ça impacte considérablement les forêts. La forêt, indispensable pour répondre aux différents enjeux aussi des besoins de la société, qui est le captage du carbone. Captage du carbone au moment de la captation du carbone en forêt même, hein, sur les milieux naturels, mais aussi une fois que l'on extrait de la forêt des produits à longue durée de vie, c'est l'idéal. Donc ce qu'on appelle du bois d'œuvre, on distingue en général les 3 grands types de débouchés de la forêt. On appelle ça le bois d'œuvre, c'est ce qui est de la charpente, ce qui est destiné à durer dans le temps sur des installations très, très durables, comme par exemple quand il a fallu reconstruire Notre-Dame de Paris, il y a des chênes majestueux de toute la France qui ont fourni le chantier. C'est amené à durer plusieurs siècles dans l'idéal. Et après, du bois d'industrie et enfin du bois énergie. Donc derrière ces bois-là, bois énergie, papier, etc., il faut toute une réflexion aussi sur le recyclage, sur le cycle de la matière. Voilà, donc en conclusion sur cette diapo, sur la richesse et les enjeux du territoire, ça c'est un petit peu un résumé de ce que j'ai déjà dit. Il faut que maintenant on recentre sur le rôle de l'élu dans tout ça, en quoi ça, on voit que ces différents enjeux vont finalement se répercuter sur l'ensemble de vos politiques de territoire et que la forêt peut y avoir une place.
et on va vous présenter le chapitre suivant sur justement les rôles que l'élu local peut jouer. Marion, je te laisse reprendre la main. L'élu local, il a plein de rôles, mais ces rôles-là, donc d'aménageur, de maître d'ouvrage, de médiateur, de représentant de la commune, le premier, et celui surtout aussi de responsable de la sécurité, c'est des rôles aussi qui sont transférables, on va dire, au rôle à la filière forêt-bois. Voilà, ces rôles d'élus, il s'applique aussi à la filière forêt-bois, et donc on va vous détailler un petit peu ce que peut faire l'élu référent forêt pour sa commune dans ses différents rôles. Mais d'abord, l'élu, il est aménageur du territoire. Donc, il peut très bien inclure la forêt dans tout ce qui est document de planification. C'est souvent aussi... la forêt, c'est une interface sur laquelle les documents d'urbanisme vont devoir traiter. C'est aussi pour différentes raisons, que ça soit du maintien des zones naturelles, que ça soit de prioriser des zones d'activité économique pour la filière forêt qu'on a tendance des fois à oublier. Du coup, on a des zones agricoles, mais on a peu de zones où l'exploitant forestier peut avoir son activité économique. Donc, c'est là que c'est intéressant de pouvoir intégrer la filière forêt-bois dans les réflexions des documents de planification. Et puis, les documents de planification également, tout ce qui est plan énergie le PCAET, pouvoir bénéficier des atouts de la forêt dans la décarbonation du territoire. Et surtout, il y a aussi la forêt en tant qu'aménageur, ça peut être une ressource pour les usages. Voilà, le bois en tant que matériau, le bois en tant qu'énergie peut servir lorsque vous construisez vos bâtiments, lorsque vous rénovez vos bâtiments, lorsque vous avez une démarche aussi au niveau de réflexion au niveau des chaleurs, parce qu'en tant que maître d'ouvrage, le bois peut vous être utile. Alors le bois de votre commune ou le bois de votre territoire ou le bois de la région peut vous être utile. C'est toujours mieux aussi de le penser dans vos réflexions en tant que maître d'ouvrage. Voilà, c'est un matériau biosourcé qui peut vous apporter des atouts à la fois dans le fonctionnement de vos bâtiments et à la fois pour la décarbonation de votre territoire. Donc ça, c'est deux rôles en tant qu'élu pour lesquels vous pouvez intégrer la forêt. Je te laisse reprendre. Voilà, effectivement. Donc ensuite, un rôle très important auquel l'élu est de plus en plus, pour lequel il est de plus en plus sollicité, c'est un rôle de médiateur, dans le sens que vous êtes à l'interface avec les habitants, avec vos administrés qui sont des usagers de la forêt, qui ont l'habitude d'utiliser, de voir la forêt du territoire de façon différente, différents usages, différentes perceptions de la forêt, son rôle paysager, évidemment, bien sûr. Et donc, dès lors qu'il y a, par exemple, une exploitation forestière un petit peu forte, de type une coupe rase ou des choses comme ça, vous pouvez vous retrouver pris à partie pour l'impact que va avoir le chantier forestier sur votre commune. Voilà, il faut concilier l'exploitation du bois avec les autres usages, et de plus en plus on a des territoires où les élus sont très sollicités là-dessus, avec un besoin de se former, avec un besoin de jouer ce rôle de médiation. Donc notamment sur le Limousin, par exemple, on a tout un travail en cours lié à l'impact des chantiers forestiers sur un territoire. Ça peut être dans un aspect comme ça de médiation, de discussion, d'espace de dialogue, mais ça a des répercussions parfois beaucoup plus concrètes, dans le sens que, par exemple, l'utilisation de la voirie communale par ces différents engins d'exploitation et de transport de bois peut avoir des impacts plus complexes à gérer, de dégradation ou de cohabitation des différents moyens de transport, sur la voirie communale. Je continue. L'élu était également responsable de la sécurité publique, de la sécurité de ses habitants. Donc on a mentionné
l'augmentation des risques liés au réchauffement climatique et dans le cadre du risque incendie, mais pas que, de tout risque qu'il peut y avoir sur votre commune, vous avez des actions de prévention, d'anticipation à mener. Anticiper le risque, c'est aussi se préparer à la crise, à la gestion de crise. Donc, réglementer l'accès au massif en période à risque, sécuriser tout ce qui est accès, chemin et routes, etc. Et ce qu'on appelle, on y reviendra, des documents comme le plan communal de sauvegarde, des choses comme ça. Enfin, un des derniers rôles de l'élu, c'est bien sûr s'il est propriétaire d'une forêt communale sur son territoire ou d'une forêt intercommunale, il y en a moins, mais ça peut exister. Un département aussi peut, en tant que collectivité, peut aussi être propriétaire de forêts départementales. Et là, il va être directement en relation avec l'Office national des forêts, qui est le gestionnaire de ces forêts publiques. Mais lui-même, il reste décisionnaire en tant que propriétaire et il peut être conseillé aussi par notre structure. Il est utile qu'il soit quand même un petit peu au fait des bonnes conditions, d'une bonne relation entre lui et l'ONF pour que la gestion de cette forêt se passe au mieux. L'élu dans tout ça, donc du coup, c'est vrai que l'élu dans votre conseil municipal qui est désigné référent forêt, référent bois, il va jouer là un rôle fondamental parce qu'il va être à l'interface des différents enjeux qu'on vous a présentés et à l'interface des discussions avec les administrés, avec les institutions sur différentes commissions, sur des groupes de travail, des choses comme ça, et veiller à ce que les enjeux forestiers soient bien présents et partagés, étudiés dans les différentes politiques et projets de la collectivité. Il va faire le lien vis-à-vis des autres conseillers municipaux, de ses collègues, et puis il peut se retrouver tout à fait sur le terrain pour des problèmes de voirie, de coupe rase, des choses comme ça, si besoin. Il ne faut pas oublier que vous êtes en tant qu'élu aussi agent de police, quelque part, vous avez un pouvoir de police et ça peut être utile sur le terrain lors de situations plus complexes. La suite du programme, c'est la présentation de notre structuration, de notre réseau. Cette diapositive sur les acteurs principaux de la filière forêt-bois n'a pas pour vocation d'être détaillée en longueur parce que c'est vraiment plus pour vous montrer que finalement, même si vous avez, et surtout peut-être même encore plus, si vous avez quasiment que de la forêt privée sur votre commune, il y a de nombreuses structures qui gravitent autour des enjeux de la forêt et de la filière. Donc évidemment, en forêt privée, il existe un établissement public national qui conseille les propriétaires, qui s'appelle le Centre national de la propriété forestière, mais ces propriétaires aussi sont structurés en syndicats, ils sont sollicités par des gestionnaires ou des exploitants de type coopérative, gestionnaires indépendants, exploitants forestiers, dès lors qu'il y a des enjeux de production de bois. On a tout le monde de la filière avec toutes les entreprises, les institutions, les services de l'État divers et variés, des organismes qui regroupent, qui fédèrent, qui syndicalisent des interprofessions, des choses comme ça, et d'autres acteurs évidemment liés aux autres enjeux de la forêt qui peuvent être sur l'écologie, protection de la nature, etc. Donc comme c'est quand même assez complexe de s'y retrouver, de comprendre qui fait quoi dans tout ça, c'est vrai que les communes forestières qui sont donc une association d'élus au service d'élus vont pouvoir vous permettre d'y voir plus clair et va être votre interlocuteur privilégié pour ensuite faciliter les démarches et les actions. Alors la signature de notre réseau que je vous présente après, qui est fédéré à différentes échelles géographiques du local jusqu'au national, c'est Forêt locale intérêt général.
puisque finalement on parle pour les élus locaux. Notre leitmotiv, c'est de faire de la forêt locale un enjeu de développement pour valoriser les territoires forestiers, placer la forêt, placer le bois au cœur du développement local. Donc on en reparlera après. Par exemple, pour tout ce qui est bois construction, vous l'avez deviné, favoriser les circuits courts, l'utilisation du bois local pour des emplois non délocalisables, ce genre de choses, sans perdre de vue les enjeux multifonctionnels qui vous ont été présentés précédemment. Donc le réseau national des communes forestières a été créé en 1933. On va bientôt, ça se rapproche tout doucement du siècle d'existence. C'est une fédération de type association loi 1901 et ça regroupe des communes, des collectivités, donc ça peut être des EPCI, ça peut être des parcs naturels régionaux, ça peut être beaucoup d'autres choses, des départements, des régions que simplement les communes. Et à l'échelle nationale, on a maintenant quand même plus de 6000 adhérents, des nombreux élus qui représentent les élus locaux et une centaine de salariés sur toute la France. Ça se retrouve fédéré dans les régions par des unions régionales. Il y en a 9 à ce jour qui couvrent la France. Donc nous, on a la Nouvelle-Aquitaine qui est une union très très large et qui porte notamment l'équipe des 7 chargés de mission que nous sommes. Et on retrouve enfin un dernier échelon qui est l'échelon des associations locales, associations départementales ou interdépartementales. On en a 4 sur la Nouvelle-Aquitaine et c'est à cet échelon-là surtout que adhèrent les élus locaux et ils auront déterminé au sein de leur association locale leur propre barème d'adhésion et ça permet vraiment d'avoir une représentation politique locale pour pouvoir par exemple demander au préfet de siéger à des commissions qui traitent de sujets forestiers, il y en a plusieurs et évidemment après ces élus-là se retrouvent en conseil d'administration de l'union régionale qui est toujours aussi sur une association loi 1901 et on prend des grandes orientations à une échelle plus régionale parce qu'on a aussi des interlocuteurs régionaux sur certains dossiers, notamment les financeurs. Là, vous avez sur cette carte de la Nouvelle-Aquitaine donc les 7 chargés de mission que nous sommes au niveau de la région et vous voyez en bleu foncé les 4 associations départementales. Donc il y en a une sur les Pyrénées-Atlantiques, une sur les Landes, une sur la Gironde et une dernière qui couvre, elle, 4 départements d'un coup, à savoir la Dordogne et les 3 départements de l'ex-Limousin, donc Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Je vous propose qu'on passe rapidement au dernier chapitre et après, comme ça, on essaie de se garder des temps d'échange sur la fin de la visio pour pouvoir discuter entre tous ensemble. Oui, Marion et Chloé, merci pour effectivement toute cette présentation. Je rajouterai juste sur les derniers points aussi qu'il y a un travail qui est fait au niveau national par la FNCOFOR et notamment un travail de relation avec le ministère et avec l'ONF. Et je pense que pour les nouveaux élus, c'est quelque chose d'important aussi. Parce que le contact avec l'ONF, le travail qui est fait avec l'ONF sur les communes forestières, sur les communes qui possèdent des propriétés forestières est très important. Et le fait que ce soit chapeauté par des directives nationales qui sont négociées entre la FNCOFOR, l'ONF et le ministère, ça me semble très important et c'est un appui considérable. Tout à fait, merci beaucoup pour ce complément. C'est vrai que j'ai pas mentionné la présence aussi d'une équipe au national, à la fois de salariés et puis des représentants d'élus qui viennent des régions et tout ça, et qui ont qui défendent l'intérêt des élus locaux à l'échelon national et c'est très important avec les ministères, les interprofessions, l'ONF, etc. Un représentant de chaque région, département, en fait, travaille au niveau, un ou plusieurs d'ailleurs représentants travaillent au niveau national pour apporter cette parole des territoires, en fait, faire remonter la parole des territoires au niveau national. Et du coup, Jean-Pierre, là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous parlez du rôle
politique important que portent les communes forestières, de négociation au niveau des ministères pour les actions, pour les budgets, pour les emplois aussi. Donc ça, c'est le rôle politique que porte l'Ecofort, et nous, on va vous parler un petit peu plus du coup du rôle technique sur vos territoires, les actions que les élus portent aussi, que les élus portent d'abord, une représentation des besoins du territoire, et puis ce que les salariés peuvent vous apporter, tant au niveau de la gestion forestière que des aspects, donc tu l'as dit Chloé, de la DFCI, Défense des forêts contre l'incendie, que des aspects aussi de voirie, de foncier forestier, de mobilisation du foncier, et les aspects maîtrise d'ouvrage, quand je veux utiliser du bois local de préférence pour faciliter, structurer les filières. Et puis un volet qu'on abordera également, c'est la sensibilisation des jeunes. C'est tout ce qui est à l'aspect aussi dans la médiation. On a la médiation vis-à-vis des habitants, et puis on a aussi la médiation pour la transmission. Médiation de transmission, de sensibiliser. Voilà, sensibiliser, c'est aussi important. Une dame me posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est subi, mais on peut aussi sensibiliser dès le plus jeune âge pour inculquer une autre manière, une manière complémentaire d'agir. Donc c'est un peu tous les aspects qu'on va vous balayer là assez rapidement. Vous pourrez revenir plus tard vers nous également pour avoir plus de précision. Voilà. Donc il y a la partie vraiment gestion forestière quand la collectivité est propriétaire. Comment donc l'Ecofort ont travaillé sur une charte de la forêt communale pour savoir pour positionner en fait l'élu vis-à-vis de son gestionnaire ONF, les devoirs de chacun, les positions, et donc cette charte cette charte communale, on pourra également, elle est à disposition sur notre site internet. On intervient surtout en Limousin sur la partie voirie exploitation forestière, parce que c'est un enjeu fort et important sur l'encadrement des chantiers. Donc c'est Cédric, notre collègue, qui s'occupe de cette partie, et il est en train de compléter une boîte à outils pour justement outiller et aider les élus sur cette partie voirie forestière. C'est pas forcément sur ma voirie communale qui a eu l'exploitation, mais il y a toujours une sortie des bois sur des voiries communales, et l'élu a besoin d'outils pour gérer cette partie-là. Et puis on a mis en place aussi des outils de médiation, des petits jeux, et vous pouvez retrouver aussi chez nous le guide de l'élu médiateur, où vous allez pouvoir aussi retrouver des outils de médiation qui peuvent vous servir. On a une action dite bois local, c'est-à-dire bois de nos territoires, qui soient micro-local ou macro-local, plus large, c'est-à-dire on peut vous accompagner quand vous avez une construction, des réhabilitations publiques, pour mettre du bois du territoire dans vos marchés, tout en restant en concordance avec le code de la commande publique, parce que ce n'est pas, on va dire, permis de l'écrire en tant que tel, favoriser bien sûr dans la commande publique une zone géographique, mais au niveau des communes forestières, comme Chloé l'a présenté, on est un réseau national, un réseau régional, et donc on a développé des outils pour vous accompagner là-dedans, notamment aussi l'outil d'analyse des retombées territoriales, ART, qui vous permet d'évaluer l'intérêt de construire avec du bois local. C'est l'intérêt en termes de gestion forestière, en termes d'emplois conservés sur le territoire, en termes de CO2 stocké. Et puis le bois local, c'est du bois construction, mais c'est aussi du bois énergie en fonction des territoires. Ça permet de valoriser des bois auxquels on n'aurait pas peu de valeur, et surtout d'avoir un approvisionnement de proximité pour vos réseaux de chaleur. Et par exemple, on a un chargé de mission sur les territoires des Pyrénées-Atlantiques qui s'occupe de cette partie, d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour développer des réseaux de chaleur, et on travaille du coup avec les territoires de contrats de chaleur renouvelable, donc sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc on peut vous proposer des opportunités pour étudier ces solutions.
et vous accompagner également sur la partie approvisionnement. Sur le foncier forestier, je continue alors, si vous m'entendez, parfait. Donc, on a un outil qui s'appelle l'Observatoire du foncier forestier régional pour les élus, qui nous permet d'identifier facilement en quelques minutes les parcelles qui sont potentiellement des biens sans maître, et c'est ce qu'on appelle les biens de section. Donc, les biens sans maître, ça peut vraiment intéresser des petites communes rurales dans le sens où c'est des parcelles qui, moyennant une procédure de transfert de propriété qui n'est pas très coûteuse, mais qui est quand même administrativement un petit peu longue, on a de la méthodologie pour vous accompagner là-dessus, vous permet de transférer ces parcelles à la commune et en faire un bien communal si l'enjeu est suffisant, si les surfaces sont intéressantes, et si vous avez envie d'aller là-dedans, ça peut être un premier pas vers le fait de devenir propriétaire de forêt. Donc un petit, les biens sans maître, je rentre pas trop dans les détails, mais grosso modo, c'est tout ce qui est parcelles qui n'ont plus de propriétaires, dont les propriétaires sont inconnus, ou dont le propriétaire n'a pas par succession au niveau des héritiers trouvé d'héritiers. Là-dessus, n'hésitez pas à demander votre diagnostic et donc avoir une idée du nombre de parcelles et de surfaces que ça représente. Sur les aspects risque incendie, feu de forêt, feu de végétation, on a tout un travail qui est enclenché déjà depuis 2023 par le soutien du ministère, et donc on a mené des travaux de sensibilisation des élus sur un des aspects du risque incendie qui sont les obligations légales de débroussaillement. Là-dessus, il y a la nécessité pour l'élu local de les faire connaître aux administrés et de veiller à leur bonne exécution. Donc, comme c'est quand même une réglementation pas si facile que ça, avec des arrêtés préfectoraux dans chaque département, parfois un petit peu longs et détaillés, on fait un travail de sensibilisation, d'accompagnement des élus. Il y a des formations gratuites qui existent en ligne, qui a été développée par notre réseau national. On a une page sur notre site internet assez détaillée. Et sur certains départements, on va un peu plus loin avec une hotline qui permet aux élus de nous faire connaître les problèmes très concrets qu'ils peuvent avoir avec des administrés sur leur commune dans le cadre de la mise en place de ces documents, de ces OLD, et de les aider à ce moment-là. Ensuite, c'est principalement à l'initiative du Limousin, mais ce sont des actions qui peuvent vraiment trouver un intérêt finalement sur toute la Nouvelle-Aquitaine. On a tout un volet sur les différents enjeux plutôt écosystémiques de la forêt et leur prise en compte, parce que finalement ça peut avoir aussi des impacts très concrets pour l'élu local. J'en prends pour preuve un exemple très précis qui est mené avec le syndicat du bassin de la Vienne en Haute-Vienne et sur la Corrèze, c'est la protection des captages d'alimentation en eau potable, où on a eu des endroits où ils étaient mal connus des élus et mal connus tout court par tout le monde, puisque des exploitations forestières à proximité de ces captages d'eau pouvaient engendrer des problèmes assez conséquents sur la potabilité de l'eau, avec des relargages de matière dans l'eau. Et donc, du coup, il y a une sensibilisation là-dessus. De façon générale, voilà, les différents rôles liés à la forêt et à l'eau, et plus largement, un guide national Agir pour la biodiversité forestière qui est quasiment disponible. Il est en phase de finalisation et d'impression. Il sera disponible sur notre site internet très certainement d'ici la rentrée. On a enfin un volet de sensibilisation des jeunes à travers un programme qui s'appelle Dans 1000 communes, la forêt fait école, et qui vous permet, si vous avez des parcelles de forêt communale, de les confier à un groupe d'enfants, à une école, à un centre de loisirs, à un conseil municipal de jeunes, pour qu'ils se forment avec des intervenants sur le terrain à la gestion durable des forêts, et comme ça aller un petit peu plus loin. Voilà, on est quasiment sur la fin. On va pouvoir
on va pouvoir conclure et vous laisser un petit peu réagir. Donc, à l'issue de ça, l'idée de vous montrer les différentes actions et les accompagnements qu'on propose, c'est comment rentrer en action pour démarrer. La suite, ça va être échanger avec nous. N'hésitez pas pour toute question et pour faire un état des lieux éventuellement sur votre territoire. Vous pouvez vous inscrire à un prochain module de formation et puis même encore mieux que ça, vous pouvez nous préciser vos besoins. Donc là, il y a le lien qui est en rouge là est actif pour que vous puissiez par formulaire nous dire sur quel sujet précisément vous voudriez approfondir les questions que vous vous posez et connaître les outils qui pourraient vous permettre d'aller plus loin. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur la dernière diapo que j'affiche maintenant, enfin que moi je mets, mais que voilà, vous pouvez avoir sous les yeux maintenant. Vous avez nos contacts à Marion et moi. Bien, merci Chloé, merci Marion. Je crois que vos propos étaient très clairs, concis, rapides, puisqu'on arrive presque à une heure d'intervention et il y avait beaucoup de documents. Voilà, j'espère que chacun y retrouvera un petit peu ses billes et puis n'hésitez pas effectivement à poser des questions. Moi, je compléterai juste en disant qu'effectivement, il est très important, enfin, que l'une des missions importantes de l'URCOFOR, c'est de soutenir les élus dans les différentes missions et les différentes problématiques qu'ils vont rencontrer là au cours de leur mission autour de la forêt. Et on voit bien que les choses évoluent, que climatiquement, on n'est plus dans les mêmes conditions qu'on était il y a 20 ans, qu'au niveau de la société, les choses évoluent aussi. Certains jugent que c'est un bien, d'autres pensent que c'est un désagrément, mais on voit que la société civile s'intéresse de plus en plus de la forêt. Je dirais que la forêt s'invite un petit peu dans les discussions des salons de tous les particuliers. Voilà, donc ce sont des enjeux importants et que du coup, voilà. Et puis aussi qu'elle a pris un caractère important au niveau économique aussi, avec notamment le débouché qui sont un petit peu nouveaux en termes de bois énergie, en termes de construction bois aussi qui évolue fortement, et que là donc on travaille à différents niveaux, notamment avec la filière, notamment avec les associations environnementales aussi, notamment avec d'autres niveaux d'élus, et que c'est important et je pense que c'est quelque chose qui est d'un service primordial auprès des élus. Voilà, je laisse la place, il y a quelques questions qui sont maintenant. Moi, je voudrais rajouter par rapport aux constructions bois, les AD ont négocié avec les préfectures là, les DETR. Alors, je sais que c'est un sujet sensible pour les élus. Vous pouvez récupérer un peu d'argent au niveau des préfectures si vous vous engagez en construction bois et en bois local. Voilà. Sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et sur certains territoires du Limousin. Du Limousin, oui, voilà. Voilà. Et effectivement, donc cette DETR était adossée à ce qu'on appelle une marque de certification du bois et qui vous permet de justifier la provenance du bois et d'obtenir une DETR bonifiée. Et une autre chose que je voulais rajouter, c'est au niveau national, là, nous sommes très vigilants sur la taxe des 2 € à l'hectare et nous avons été missionnés par la MASA, par le ministère de l'Agriculture, pour faire l'information pour les OLD. Donc, il y a des réunions qui vont commencer, je pense, à partir de septembre, là, pour les élus, pour former à ces OLD. Effectivement, c'est difficile de rentrer dans tout le détail, mais comment dire, la multifonctionnalité de la forêt s'exprime différemment suivant les régions du territoire en Nouvelle-Aquitaine. Hein. On n'a pas la même sur le plateau de Millevaches et dans les Landes de Gascogne. On n'a pas la même aussi dans les Pyrénées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je veux dire, qui reste prégnant parce que la forêt est avant tout quand même un milieu ouvert. On ne fonctionne pas économiquement sur la forêt comme on fonctionne dans une entreprise ordinaire. Et donc, il y a des enjeux, effectivement, notamment des enjeux sociétaux, dont se plaignent parfois les acteurs de la filière,
des enjeux sociétaux qui sont importants, mais on peut pas, il faut pas les négliger. On est là en tant qu'élu, à mon avis, aussi pour comment dire, pour écouter la parole de nos administrés et leurs questionnements. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux qui apparaissent forts en ce moment. Je vois qu'il y a une question sur dans 1000 communes, la forêt fait école. C'est quelque chose qui marche bien, qui se développe. Je crois qu'on est à une quarantaine de communes actuellement sur l'Aquitaine qui sont justement dans ce cadre-là. Voilà, donc ça fonctionne bien et c'est surtout, je pense, un projet vraiment d'avenir parce que c'est pas une action ponctuelle. Si ça se développe bien, des générations et des générations d'écoliers seront sensibilisés à la forêt dans chacune de ces communes qui auront mis en place donc cette action-là. C'est d'importance. Voilà. Ça marche très bien aussi avec le conseil municipal. Oui, tout à fait. Et pour juste peut-être pour terminer cette présentation à l'adresse donc des nouveaux élus, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent et je dirais que ce n'est qu'un début. Nous allons continuer l'échange hein, et tout au long de cette mandature, j'espère qu'on retrouvera nombreux des participants qui étaient là à ce webinaire ce matin pour que puisse se poursuivre toute notre mission au niveau de la forêt. Et je terminerai juste pour ma part sur un point. On a parlé de sensibilisation au niveau de la population, sensibilisation au niveau de la société civile. Pour les communes qui ont une forêt en propriété et qui la gèrent, il me semble qu'on a aussi un devoir d'exemplarité sur la gestion de cette forêt-là, parce que c'est aussi par l'exemple qu'on peut donner de gestion durable et de gestion bien conduite sur nos forêts de collectivité qu'on arrivera à convaincre aussi la forêt privée qu'il existe des cheminements forestiers qui sont intéressants et durables.